Cody Rhodes face à Solo Sikoa dans le main event de SummerSlam, est-ce que ça vous fait rêver? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 12 juillet 2024. Mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que je serai de retour en live aujourd'hui vers 15 h sur ma chaîne Twitch. Tout sera en lien dans la description. Et oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live, mais je serai bien de retour, donc soyez présents aux alentours de 15 h. Le show qui débute avec Miss Money in the Bank 2024, Tiffany Stratton qui est là pour célébrer sa victoire de samedi. Elle se vante d'être la plus jeune à détenir la mallette et se plaint du fait que Trish Stratus ait gâché son moment à Money in the Bank. La championne de la WWE Bayley entre pour lui faire comprendre qu'elle fera échouer son cash-in. D'ailleurs, Bayley a cash-in une mallette en 2019. En 2019, Tiffany Stratton ne connaissait même pas la WWE. Est ensuite entrée Nia Jax qui est venue se moquer de Bayley. Elle lui a rappelé qu'elle l'a battue il y a 7 ans et bien qu'elle ait changé depuis, elle la considère toujours aujourd'hui comme une victime. Jax va pousser Bayley puis Stratton et Jax vont s'en prendre à Bayley, mais Michin va venir avec un kendo stick pour sauver Bayley. J'ai trouvé que c'était une bonne promo pour commencer le show, j'étais pas chaud sur le papier, mais je trouve que les trois ont vraiment fait le boulot. Et oui, il y a quelque chose d'intéressant. Tiffany Stratton a certes la mallette, mais Nia Jax aura un match de championnat à SummerSlam face à Bayley. Et on sait à quel point Tiffany Stratton et Nia Jax sont proches en ce moment, à quel point ça va jouer ou non sur le possible cash-in de Tiffany Stratton, ça va être intéressant à suivre. Mais j'ai bien aimé la promo de Bayley, qui est une nouvelle fois sauvée par une Michin, qui est toujours présente pour l'aider. On enchaîne donc avec Nia Jax face à Michin dans un combat de 6 minutes, et le match était vraiment très sympa, vraiment un bon match féminin. J'aime bien le fait qu'on mette un peu plus en avant Michin du côté de SmackDown. Alors j'imagine que ça va durer simplement quelques semaines, mais ça me va. Elle a un bon run du côté de NXT, donc la voir récompensée de son bon run par du temps d'antenne à SmackDown, j'en suis ravi. C'est un bon match, même si pendant les 4-5 premières minutes, c'est Michin qui se fait détruire par Nia Jax. Elle se fait balancer dans tous les coins du ring, elle est vraiment KO, elle est au sol, elle ne peut rien faire face à Jax. Elle arrive à revenir dans le combat, Hurricanrana, Tornado, DDT. Il y a une intervention de Tiffany Stratton qui ne va pas aller plus loin parce que Bayley va l'en empêcher avec un kendo stick. Michin pense pouvoir reprendre le dessus à ce moment-là, mais non, ça ne suffit pas, Nia Jax va l'emporter et après le match, Jax veut s'en prendre à Michin, Bayley va intervenir mais Stratton et Jax vont mettre KO Bayley, va s'en suivre plusieurs descentes de la cuisse. Et surtout, Nia Jax va quitter le ring, mais Stratton a la mallette dans la main. Et à ce moment-là, elle se pose la question, est-ce qu'elle doit cash-in ou non? Elle commence à y réfléchir, l'arbitre va même monter sur le tablier. Puis Jax va venir et va lui dire, non, non, c'est pas le moment de le faire. On en parlait plus tôt. Et Jax, qui est dans un match de championnat dans 3 semaines face à Bayley, ça joue sur la situation. Et Stratton ne va pas cash-in maintenant. Ne vous attendez pas à un cash-in de Stratton dans les 3 prochaines semaines. Je trouve que ça n'aurait aucun sens, en plus en termes de storyline, de faire cash-in Stratton à ce moment-là, alors que Jax va avoir un match de championnat. Ne vous y attendez pas. Angel et Berto font face à Apollo Crews et Baron Corbin dans un combat là aussi de 6 minutes et c'était vraiment bon, vraiment un bon match là aussi par équipe et pourtant sur le papier c'est pas hyper intéressant. On a un Apollo Crews qui est en feud depuis quelques semaines face à Legado del Fantasma, Baron Corbin a rejoint cette histoire et ça donne un bon match parce que c'est 4 bons catcheurs qui se donnent vraiment sur le ring. J'aime bien Baron Corbin, j'aime beaucoup son envie, son attitude, il a pas beaucoup de temps d'antenne en ce moment mais il est toujours à 1000%, il est toujours positif et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un roster. On va avoir un petit botch pendant ce match de la part de Legado del Fantasma. Je ne sais pas si vous l'avez notifié parce qu'il est plutôt court et il n'a pas été trop mis en avant ensuite. C'est une espèce de DDT, une espèce de combo qui ne va pas fonctionner. C'est pas très beau mais voilà, ça passe. Mais sinon le match est bon. Je trouve que Baron Corbin et Apollo Crews arrivent à faire en sorte d'avoir le public derrière eux, ce qui n'est pas évident sur le papier. Donc ça fonctionne. On va évidemment avoir des interventions de la part de Santos Escobar et de Elektra Lopez, ce qui va donner l'avantage à Angel qui va remporter ce match pour son équipe. LA Knight est sur le ring et elle arrive avec un contrat dans la main. LA Knight nous montre des images d'il y a quelques semaines où il a réussi à se qualifier pour le Money in the Bank. Mais surtout, il a réussi à faire le tombé gagnant sur un certain Logan Paul, le champion des États-Unis. Et c'est pour ça que ce soir, il a un contrat dans la main. Ce contrat lui permet, après sa victoire contre Logan Paul et Santos Escobar il y a quelques semaines, d'avoir le
droit à un match de championnat pour le titre US à SummerSlam. Il ne lui manque plus que la signature de Logan Paul, mais évidemment, ne soyez pas trop excités car il n'est pas là ce soir. Il promet qu'à SummerSlam, il deviendra le nouveau champion des États-Unis et ça, c'est juste un fait et c'est signé LA Knight. Hier, excellente promo de la part de LA Knight, il est fantastique, vraiment il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point il est fort pour arriver à être encore over alors qu'on lui met des bâtons dans les roues. Il n'est toujours pas champion alors que franchement il devrait être champion depuis des mois et des mois. Il l'est toujours pas et pourtant il est toujours méga over parce qu'il est tout simplement trop fort. Il est vraiment trop bon, ses promos sont vraiment bonnes, il arrive à être captivant, à être passionnant. C'est vraiment un exemple. Aujourd'hui LA Knight, ce qu'il arrive à faire c'est assez fantastique. Je pense qu'on ne le met pas assez en avant et c'est important de le dire. LA Knight est incroyable et ce qu'il fait encore dans cette promo, c'est très très fort. Naomi fait face à Blair Davenport dans un combat de 5 minutes. Le combat était pas mal, il faut le dire, le public en a rien à faire de Blair Davenport qui va avoir des phases de domination et t'entends presque les cigales chanter. Non, vraiment t'entends rien, vraiment t'entends absolument rien. Le public en a rien à faire et pourtant c'est pas mauvais ce qu'elle fait Blair Davenport. Je pense à ce double stomp porté du haut de la 3e corde qui était assez joli et puis même elle va ressortir un autre stomp dans la fin de match qui est aussi assez joli. Franchement, elle fait le boulot, mais c'est juste que il n'y a pas de construction, il n'y a rien autour de Blair Davenport, donc le public en a rien à faire. Ils vont soutenir Naomi qui va réussir à prendre l'avantage et qui va remporter ce combat. Intéressant de noter qu'en backstage, Blair Davenport dans un premier temps va venir serrer la main à Naomi, l'air de dire « Ok, j'ai perdu mais c'est pas très grave ». Sauf que Blair Davenport reste une heel et après cela, elle va s'en prendre dans le dos à Naomi. Donc cette histoire n'est peut-être pas terminée. Est-ce qu'on essaye de construire quelque chose et de donner une personnalité à Blair Davenport? Affaire à suivre. Première défense de titre pour DIY face à Austin Theory et Grayson Waller, un rematch de la semaine dernière, un combat qui va durer moins de 5 minutes, mais quel bonheur d'avoir quand même du bon catch dans cette division tag. Le match n'est pas très long, mais une nouvelle fois, il est vraiment bon. DIY en plus sont assez over dans cette division par équipe, le public les aime parce que ça fait du bon catch, tout simplement, et c'est très plaisant. Une nouvelle fois, on va avoir un petit botch dans ce match. Décidément, les DDT ne veulent pas réellement passer ce soir. C'est une espèce de DDT que veut tenter Grayson Waller sur le tablier du ring. C'est pas très beau, tout le monde retombe très mal. Bref. On passe à autre chose parce que le match était quand même de qualité dans l'ensemble, avec une nouvelle fois un Grayson Waller qui va frapper Austin Theory sans réellement le vouloir. DIY va profiter de cela, il va remporter ce combat et rester champion par équipe. On se dit qu'on va avoir un angle ensuite après le match entre Austin Theory et Grayson Waller pour notiser une nouvelle fois le face turn de Austin Theory. Eh bien non, on n'aura pas le temps parce qu'un certain Jacob Fatu va venir et il va fracasser tout le monde. Dans un premier temps, Austin Theory et Grayson Waller à l'extérieur du ring. Puis il va monter sur le ring, Samoan drop, il explose tout le monde. Et puis, certes, c'est un big man, mais alors ce qu'il va faire derrière, il va rebondir sur la 3e corde, moonsault. Il va ensuite monter sur la 3e corde, moonsault. Il enchaîne ça en 1 minute, même pas. C'est d'une intensité, c'est d'une violence incroyable. Vraiment, tu montres juste les 1 minute là et tu te dis ok, Jacob Fatu, on a compris qui tu étais, on a compris la menace que tu étais, on a compris qu'il ne fallait pas t'embêter. Non, c'était tout simplement génial. Simplement en 1 minute, il a montré qui il était réellement. J'ai trouvé ça très très fort. Et dans le main event, Solo Sikoa et la Bloodline sont sur le ring. Sikoa va demander au public de le reconnaître en tant que chef de tribu. Il se félicite d'avoir écarté Jimmy Uso et Paul Heyman de la Bloodline et pense, devant les chants Roman Reigns, que si ce dernier revenait, il le reconnaîtrait lui aussi. Il va demander à Cody Rhodes de le reconnaître et de venir sur le ring. Le champion Cody Rhodes va venir et ne se fait pas prier pour proposer un match de championnat à Solo Sikoa pour SummerSlam. Il doit parler à Nick Aldis, mais si cela ne tenait qu'à lui, le match aurait lieu maintenant. La Bloodline va ensuite entourer Cody Rhodes, il va se jeter sur l'un des membres de la Bloodline, puis la Bloodline va le passer à tabac, mais Randy Orton va venir l'aider. Cela ne va pas suffire, car ils sont en 2 contre 4. Cody Rhodes, attaché sur les cordes, va être obligé de regarder un Randy Orton passer à travers la table des commentateurs. J'ai trouvé le segment génial de A à Z. Vraiment, on a fait simple, efficace en termes de promo, on n'est pas allé très loin, on a simplement vu un Cody Rhodes qui d'habitude sourit
sourit tout le temps, d'habitude va faire des photos, des signatures avec les fans. Non, là il est pas là pour rigoler, tu le sens assez énervé et il n'a qu'une envie, c'est de fracasser la Bloodline et Solo Sikoa. Mais c'est officiel ou presque, Solo Sikoa face à Cody Rhodes dans le main event de SummerSlam. On va en reparler d'ici quelques semaines, mais j'en parle depuis déjà quelques temps. C'est pas un match qui me fait rêver sur le papier, clairement pas. C'est un match que je n'ai pas forcément envie de voir. Maintenant, avec les à côté, avec un possible retour de Roman Reigns, avec un Jimmy Uso ou un Jey Uso qui pourrait se rattacher à l'histoire, évidemment qu'il y a une certaine attente autour du match. Je suis un poil déçu parce que j'ai l'impression qu'on va faire en sorte que Randy Orton va être blessé pendant quelques semaines et va manquer SummerSlam et donc ne sera pas aux côtés de Cody Rhodes. C'est l'impression que ça donne avec ce segment et ça me déçoit parce que j'aurais aimé voir un match de Randy Orton à SummerSlam. Je sais pas, par exemple un Randy Orton Jacob Fatu, si cela peut encore se réaliser, ce serait assez génial. Et puis on a vu un Randy Orton plus tôt dans la soirée qui avait dit à Cody Rhodes que oui, il serait présent ce soir pour l'aider, mais que après que toute cette histoire avec la Bloodline serait terminée, il sera dans la course pour son titre, clairement. Mais ça c'est encore pour plus tard, là c'est l'histoire de la Bloodline et j'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont fait. Je suis pas toujours fan de ce qu'ils font, je suis pas toujours fan de l'écriture autour de la Bloodline, mais là ce soir, il n'y a rien à dire. Bilan de ce SmackDown, eh bien on va être sur un 8,5 de mon côté, j'ai passé un très bon moment. J'ai bien aimé le début de show avec la division féminine qui a été mise en avant pendant quasiment 1 heure et ça c'est plutôt cool. Et puis ensuite, le main event était assez génial et le moment marquant, celui qu'on retiendra, c'est évidemment ce qu'a fait Jacob Fatu à DIY et à Austin Theory et Grayson Waller. Vraiment c'était un moment assez marquant, assez choquant. Il nous a montré de quoi il était capable, son intensité en quelques secondes, c'était complètement dingue. Donc dans la globalité, j'ai vraiment beaucoup aimé ce SmackDown qui en plus sur le ring a vraiment fait le boulot et je mets bien sûr en avant la promo de LA Knight que j'ai trouvé vraiment excellente. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve à 15 h sur ma chaîne Twitch pour parler de SmackDown et de l'actualité WWE. Donc à tout à l'heure, salut.